Béni. Ouais, tout est grâce encore ce matin, tout est grâce ce midi, tout est grâce ce soir. J'ai l'obligation, parce que ça ne me laisse pas tranquille, nous le disons tous les jours, mais spécialement en ce moment, c'est 17h15 du 27 juin 2025. Il m'est paru nécessaire de venir donner quelques clarifications sur les différents pouvoirs dans une gouvernance. Les différents pouvoirs dans une gouvernance. Je n'ai pas prévu, mais l'esprit me pousse à en parler. Je veux d'abord lire dans Romains, quelques versets dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 13. Je lis le verset 1. Le verset 1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et des autorités qui existent ont été instituées. Si vous avez votre Bible, étaient instituées de Dieu. Le verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Le verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Le verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt? Le tribut, à qui vous devez le tribut? La crainte, à qui vous devez la crainte? Honneur, à qui vous devez l'honneur? Le verset 9. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut être y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et le verset 10, il est écrit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La chute de ma lecture s'arrête au verset 10. L'amour est l'accomplissement de la loi. La substance que je voudrais faire sortir ici et qui m'a poussé à faire ce live en ce moment, qui va être très très court, je présente et puis c'est fini. Je voudrais parler de l'autorité et du pouvoir. L'autorité et pouvoir. J'en parle, mais je veux encore en parler de façon spécifique. L'autorité, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est la loi qu'on appelle autorité. L'autorité, si tu es chrétien, si tu es pasteur, si tu es serviteur de Dieu, l'autorité, ton autorité, c'est la Bible. Si tu es président de la République, tu n'es pas autorité, tu es pouvoir. Si tu es ministre, tu n'es pas autorité, tu es pouvoir. Si tu es président d'une association, tu n'es pas autorité, tu es pouvoir. L'autorité est juridique. L'autorité est spirituelle. L'autorité est statutaire. L'autorité, par abus, le monde entier confond ces deux termes. Et c'est la confusion de ces termes-là qui amène beaucoup de confusion sur la terre. Les mouvements sociaux, les mouvements de désobéissance sociale, ainsi de suite, désobéissance civile, c'est le fruit de la confusion de ces deux termes. Lorsque je veux parler d'autorité, lorsque je suis dans un pays, il est évident de comprendre qu'on parle de quoi? On parle de l'organisation du pays en disant le pouvoir exécutif. On ne parle pas de autorité exécutive, non. On parle de pouvoir exécutif. On parle de pouvoir législatif. On parle de pouvoir judiciaire. On parle de pouvoir. Je vais dépeindre parce que lorsque l'inspiration me pousse à parler, j'ai fait la liste de ces éléments. Lorsque nous parlons des pouvoirs au niveau de l'État, nous avons le pouvoir législatif. Quelle est sa mission? La mission du pouvoir législatif, c'est d'élaborer et voter, contrôler les lois. Élaborer, voter les lois et contrôler l'exécution de la loi. Alors, quelle vision le pouvoir législatif a? Le pouvoir législatif a pour vision de garantir un cadre juridique équitable, un cadre juridique stable et un cadre juridique conforme à l'intérêt général. C'est la mission, c'est-à-dire la vision du pouvoir législatif.
législative, les députés, leur pouvoir, c'est de voter les lois, de contrôler l'exécution de ces lois par le pouvoir exécutif. Exemple, l'Assemblée nationale, par exemple, va voter une loi de décentralisation pour faire quoi? Pour faire approcher le pouvoir central de la population locale. Ça, c'est le pouvoir législatif. On ne les appelle pas les autorités législatives, on les appelle pouvoir. Lorsque vous voyez une personne publique et vous l'appelez l'autorité, c'est un abus de langage. Il y a confusion là-bas. Quand je prends le pouvoir exécutif, quelle est alors sa mission? Sa mission, c'est d'appliquer les lois votées par le pouvoir législatif, de diriger l'administration publique et d'assurer la sécurité et les politiques publiques. Sécurité, politique publique. On l'appelle pouvoir. On n'appelle pas un ministre autorité. On l'appelle membre du pouvoir. On n'appelle pas un président de la République autorité. Ça amène confusion. Pourquoi je le dis? C'est le pouvoir qui peut manquer de respect à l'autorité. Parce que l'autorité, c'est la loi. L'autorité est juridique. Une fois qu'un pouvoir touche à l'autorité, c'est-à-dire prend la loi du pays, la loi fondamentale, la constitution, par exemple, du pays, et façonne cela pour que ça soit appliqué à lui, c'est lui qui manque de respect à l'autorité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un citoyen ordinaire ne peut pas manquer de respect à l'autorité. L'autorité, c'est la loi. Le pouvoir exécutif, raison pour laquelle lorsque un président de la République veut décorer les gens, il dit en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Il ne dit pas en vertu de l'autorité que je suis. Parce qu'il n'est pas autorité. Il est pouvoir. Et c'est le pouvoir qui peut manquer de respect à l'autorité. L'autorité est juridique. L'autorité est spirituelle. L'autorité est statutaire. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on parle d'un pouvoir judiciaire, bon, quel est alors un exemple de pouvoir exécutif? La vision du pouvoir exécutif, la vision globale d'un pouvoir exécutif, c'est d'offrir un service public efficace, équitable et transparent. Ça, c'est sa vision. Tout gouvernement d'un pays, sa mission, c'est de offrir des services publics efficaces, équitables et transparents. Et cela veut dire que le citoyen a le droit de demander compte parce que ça doit être équitable et transparent. Un exemple, lorsque le gouvernement met en place une politique agricole pour assurer la sécurité alimentaire sur tout le processus, il faut que ça soit équitable, clair et juste, transparente, pour que les citoyens puissent en bénéficier. Je veux parler maintenant du pouvoir judiciaire. Pourquoi on parle du pouvoir judiciaire? Le pouvoir judiciaire
Je le dissèque en ces trois niveaux. Lorsqu'on parle du tribunal, le pouvoir judiciaire, on va parler du tribunal, de la cour d'appel et de la cour suprême. Lorsque nous prenons le tribunal, quelle est la mission du tribunal? Le tribunal tranche les litiges de première instance. Là, on parlera de, si c'est le droit civil, on parlera de différentes fautes, mais lorsqu'on parle du droit pénal, on parlera des infractions. Et au niveau du tribunal, la mission, c'était la vision du tribunal, c'est de rendre une justice de proximité et mettre de l'ordre dans la vie des citoyens au niveau à la base. Et que cela soit rapide et accessible. Quelqu'un a boxé le visage de quelqu'un, quelqu'un a fait quelque chose de mal envers quelqu'un, le tribunal se saisit de l'affaire. Et ce tribunal a beaucoup de compétences. Compétences civiles, compétences des affaires, compétences pénales, compétences du droit du travail, compétences, j'en passe. Et lorsque on a ces compétences, quel est l'exemple typique? Lorsque un juge du tribunal va juger, par exemple, d'un litige du droit foncier, les différentes personnes, c'est-à-dire le demandeur et le défendeur, sont là pour qu'on tranche. Et si ça ne va pas, il faut aller au niveau du tribunal d'appel, c'est-à-dire la cour d'appel. La cour d'appel, il s'agit d'une cour, il ne s'agit pas d'un tribunal. Le tribunal juge les faits. La cour va juger le droit. De quoi il s'agit? La mission de la cour d'appel, du pouvoir judiciaire, la mission de la cour d'appel, c'est de réexaminer ce qui a été dit au niveau du tribunal. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est lui qui se transporte à la cour d'appel, qu'on m'a fait un jugement, je ne suis pas d'accord. Et la cour d'appel va revoir la manière dont ça a été jugé. Le droit, c'est le droit a été vraiment appliqué. Et ce droit est voté par l'Assemblée nationale. Quelle est la vision? La vision de la cour d'appel, c'est de faire quoi? C'est de garantir le droit d'un second examen impartial. Il n'y a pas de partialité. C'est impartial. Exemple. Lorsque le jugement de divorce est prononcé à un niveau donné, au dépend de, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord, il va à la cour d'appel, on réexamine comment ça a été jugé. Si ce n'est pas bien jugé, on peut dire, vous n'avez pas bien jugé, on peut renvoyer l'affaire devant un autre tribunal de même compétence, mais de localités différentes pour connaître de cette affaire. Cela veut dire que si ça ne va pas, il y a le pouvoir de la Cour suprême. La Cour suprême, c'est quoi? Ça, c'est une cour qui a pour mission de contrôler la légalité finale des décisions qui ont été prises par les juridictions inférieures. Lorsque la Cour suprême, dans ses différentes charges, dans ses différentes chambres, va connaître une affaire qui a été déjà jugée au tribunal, apportée à la cour d'appel,
est ramené maintenant à la Cour suprême parce que celui qui est jugé coupable continue de dire que je ne suis pas coupable, il l'amène toujours à la Cour suprême et c'est en ce temps que la Cour suprême peut trancher. Et la Cour suprême a pour vision de faire quoi? D'assurer l'unité de la juridiction nationale. Une affaire qui est jugée, par exemple au Togo, jugée à Dapaon, doit être jugée de la même manière à Lomé. Et la Cour suprême doit assumer l'unité de ce jugement. Et, par exemple, lorsque nous avons la Cour suprême qui tranche un conflit de compétences entre deux juridictions régionales, la chose est jugée dans la région maritime ou jugée dans la région des plateaux, eh bien, lorsque ça ne va pas, il faut trancher pour harmoniser. Ça, c'est la Cour suprême. Tout ça, là, on appelle ça le pouvoir judiciaire. Je veux aller maintenant au niveau du pouvoir de la presse. La presse est également un pouvoir. Quelle est la mission de la presse? La presse que nous lisons, que ce soit presse écrite, presse en ligne, que ce soit les trucs audiovisuels, ainsi de suite. Quelle est la mission de la presse? La presse est là pour informer, pour enquêter, pour éveiller l'opinion et contrôler les abus. Lorsqu'il y a des abus, la presse doit dénoncer. La presse doit faire des investigations et pouvoir dénoncer. On appelle cela le pouvoir de la presse. Et quelle est la vision de la presse? La vision de la presse, c'est servir la démocratie par une information libre, éthique et pluraliste. La presse n'est pas là pour dire nécessairement ce qui va être agréable dans tes oreilles, ni être agréable à lire. La presse doit toucher tout ce qui ne va pas dans le pays. C'est sa vision. Et tout ça là, c'est pour que les choses se gèrent de manière plus cartésienne. Par exemple, lorsque une enquête journalistique révèle une mauvaise gestion de fonds publics dans une commune, la presse doit dénoncer. C'est sa mission. C'est son pouvoir. Et ça doit avancer. Je veux parler maintenant du pouvoir de la société civile. La société civile a un pouvoir. Mais ce pouvoir doit se fondre dans 3 volets. Le premier volet, il s'agit des contribuables. La société civile, nous sommes nombreux, pluralistiques. Mais il faut les cerner, il faut les regrouper dans 3 vocables. Le premier vocable, c'est comment l'appelle-t-on? C'est le pouvoir du contribuable. Les gens qui payent leurs impôts, ils ont un pouvoir. Leur mission, c'est de faire quoi? C'est de financer le fonctionnement de l'État. Chaque citoyen doit payer ses impôts. Et lorsqu'une société civile se constitue autour de ce vocable, cette société civile doit concevoir des plans correctement ficelés et autorisés pour contrôler les actions publiques. Deuxième catégorie de la société civile,
Il s'agit des, comment l'appelle-t-on? Non, je vais d'abord parler de la vision de cette société, de la société des contribuables. OK. La vision, c'est de participer activement et équitablement à la solidarité nationale. Il s'agit des contribuables. Exemple, lorsque je prends un contribuable qui saisit la Cour des comptes pour une mauvaise gestion quelque part, ça s'organise en société civile. Une personne comme ça, physique, ne peut pas aller pour dire que je suis en train de dénoncer, mauvaise gestion. Il faut vous constituer en association, en ONG, qualifié. Et si vous n'êtes pas qualifié, il faut recevoir des formations appropriées pour que vous soyez qualifié pour jouer ce rôle. On ne se lève pas pour parler n'importe comment de mauvaise gestion, mais on se met dans un cadre donné et ce cadre-là permet d'être plus efficace et se faire écouter par les pouvoirs. Exemple, lorsque on dénonce, je le dis, je l'ai déjà dit, je vais aller maintenant au niveau des citoyens parce que la société civile se constitue sous ces trois volets, ces trois vocables, contribuables, citoyens et usagers. Vous représentez qui? Votre organisation représente quel groupe cible de cette société civile lorsqu'il s'agit de la gestion des pouvoirs, des choses publiques? Vous vous constituez en société civile, soit vous défendez les contribuables, soit vous défendez les citoyens, ou soit vous défendez les usagers. C'est trois vocables. Et maintenant, les thématiques vont être insérées dans ces trois vocables pour que vous soyez effectivement ce qu'il faut pour pousser les gouvernants à mieux gérer les fonds publics. Alors, je reviens maintenant au pouvoir des organisations de l'économie sociale et solidaire. Ceci, c'est un pouvoir pour la gouvernance d'un État. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, on parle alors des coopératives, on parle des associations, on parle des tontines, on parle des ONG. Ces associations, ces groupements ont également leur pouvoir. Il s'agit de quel pouvoir? Leur mission, c'est de faire quoi? C'est de produire des biens et des services avec finalité sociale. Les biens et services produits par l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas des biens et des services marchands qu'on vend n'importe comment. C'est pour soutenir les populations. Quelle est la vision de l'économie sociale et solidaire? La vision de l'économie sociale et solidaire est de concilier l'unité économique, l'utilité économique plutôt, et impact social. Tout ce qui se fait, il s'agit de l'utilité économique et de l'impact social. C'est quoi l'utilité économique? Lorsqu'on parle de l'utilité économique, il y a ce que nous appelons ce qui est nécessaire pour chacun. Ce qui est nécessaire pour chacun. Ce qu'il te faut pour que tu ne sois pas carrément devenu pauvre et que tu ne trouves pas à manger. Il te faut le minimum. L'utilité économique et impact social. C'est le rôle, la mission de l'économie sociale et solidaire. Quelle est leur vision? C'est concilier l'utilité là. C'est bien ça. On a besoin de produire.
Et chaque association, chaque ONG, chaque coopérative mutuelle, tontine, doit avoir cette mission-là. Exemple, une coopérative qui est une coopérative rurale. Vous êtes dans une ferme, vous êtes en train de produire des choses pour satisfaire les besoins de ceux, des gens de cette contrée-là. On a besoin d'être dans une dynamique donnée pour que la grâce de Dieu vous assure à atteindre les objectifs. Je vais parler maintenant des structures religieuses. Le pouvoir des structures religieuses, les églises, les couvents, les mosquées, ont un pouvoir dans la gouvernance du pays. Ce sont également des éléments du pouvoir qui participent à la gouvernance du pays. Quelle est la mission réelle des structures religieuses? C'est éduquer moralement et transmettre les valeurs. Lorsque les églises deviennent plus nombreuses, les mosquées deviennent plus nombreuses et que des voleurs deviennent plus nombreux dans la République, c'est que les églises, les mosquées, les couvents ne font pas bien leur travail. On doit également se mettre en cause parce que leur rôle, et c'est ce qu'on écrit sur les récépissés de toutes ces organisations religieuses. Mais malheureusement, lorsqu'on va vers les populations, ce qu'on a écrit sur le récépissé, ce n'est pas ce qu'on fait dans la société. Ça, on doit se mettre en cause. La vision des structures religieuses, des organisations religieuses, c'est quoi? C'est de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cohésion sociale et vivre ensemble. C'est ça la vision des organisations religieuses. Raison pour laquelle une organisation religieuse, lorsqu'il y a crise dans le pays, ce n'est pas quand il y a crise que l'organisation religieuse va prendre parti. C'est pas bien. L'organisation religieuse doit voir la crise venir et faire en sorte que la crise ne soit pas là, en jouant son rôle. Mais une fois qu'une organisation religieuse prend parti dans la résolution d'une crise, l'organisation religieuse ne joue pas son rôle. On parle de cohésion sociale. Exemple, un chef traditionnel qui facilite la médiation foncière entre deux clans, tu es en train de jouer un rôle spirituel, un rôle traditionnel qui est un rôle religieux. Tu n'as pas besoin de prendre l'argent d'un côté pour appuyer l'autre côté au fond, mais tu dois t'appuyer sur le cadre juridique, le cadre légal que l'Assemblée a voté pour trancher ce problème, en plus des us et coutumes de votre milieu. On parle du pouvoir des organisations religieuses. Maintenant, je vais parler du pouvoir des entreprises. Les entreprises ont un pouvoir dans la gouvernance d'un pays. Et je commence par les toutes petites et moyennes entreprises, les TPME. C'est quoi leur mission? La mission des TPME, c'est d'offrir des services de proximité. Offrir des services de proximité et créer de l'emploi local. Les toutes petites et moyennes entreprises doivent créer des services de proximité et offrir ce qu'on appelle
de l'emploi local. Leur vision, c'est quoi? C'est de contribuer à la croissance économique inclusive. On les appelle les TPME. À la base, ils jouent un rôle très efficace. Exemple, une menuiserie locale qui forme des apprentis dans le quartier urbain. C'est pour leur fournir les compétences données pour que demain soit meilleur. C'est un pouvoir dans la République. Lorsque nous prenons les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, quelle est leur mission? Leur mission, c'est d'innover et employer et produire. Il faut innover ce que les TPME sont en train de faire à la base. On innove et employer beaucoup de main-d'œuvre et pouvoir produire davantage plus que les TPME. Cela veut dire que leur vision, c'est de stimuler la compétitivité régionale. C'est les moyennes, les petites et moyennes entreprises qui pourront réellement se mettre dans la balance pour faire quoi? Pour produire davantage, pour que ceux qui ne sont pas du pays vont chercher à venir chercher ces produits-là dans le pays. Exemple, les PME de transformation. Il faut transformer, par exemple, les fruits en jus et transformer ce que vous avez produit de façon locale et pouvoir les adapter à la consommation. Transformer, par exemple, les tomates, transformer les mangues, transformer le néré, transformer tout ce qu'il y a pour satisfaire les besoins et utiliser de la main-d'œuvre locale. Maintenant, je vais parler du pouvoir des grandes entreprises. Les grandes entreprises ont quoi? Quelle mission? La mission, c'est de mobiliser les grands capitaux et les ressources. Les grandes entreprises, vous devez mobiliser les capitaux pour que les petites entreprises puissent jouer le rôle de gazelle lorsque les grandes entreprises vont jouer le rôle d'éléphant. Ce qui veut dire que leur vision, c'est d'influencer la chaîne de valeur nationale. Les grandes entreprises doivent tout faire. Pour faire quoi? Pour mobiliser, influencer la chaîne de valeur de production de l'entreprise, du pays. Exemple, une entreprise de télécom, par exemple, étend la couverture de son réseau dans une zone rurale. C'est de leur pouvoir et c'est important qu'ils le fassent. C'est normal. Lorsque nous prenons par exemple les multinationales, des gens qui ne sont pas des entreprises, qui ne sont pas nationales, mais qui sont des multinationales qui s'installent sur le territoire. Ces multinationales ont également un pouvoir. Et ce pouvoir, il y a la mission d'explorer ou bien d'exploiter les marchés globaux. Les PME sont là, les grandes entreprises sont là, mais il y a les marchés globaux que les multinationales peuvent exploiter. C'est quelle vision les multinationales doivent avoir? Il s'agit d'intégrer le pays dans la mondialisation économique. Le pays doit être intégré dans la mondialisation économique. Alors, si le pays doit être intégré dans la mondialisation économique, nous pouvons donner comme exemple une multinationale minière. Des gens qui viennent, ils ont les capacités pour exploiter les mines. Le pays doit être très regardant
pour donner les contrats à qui va effectivement faire pour intégrer le pays dans le concert régional. Cela veut dire que les citoyens doivent avoir leur droit de regard, les citoyens doivent bénéficier des retombées de ces entreprises. Je ne peux pas finir sans parler du pouvoir des ménages. Vous, vous êtes dans votre contrée, vous êtes famille, vous êtes un ménage, vous avez un pouvoir, vous devez avoir un pouvoir. Les ménages ont quel pouvoir? Leur mission, c'est de consommer, c'est d'épargner et d'éduquer et transmettre. Vous n'êtes pas sans savoir que les ménages, les gens quittent les ménages pour aller travailler dans les PME, dans les toutes petites et moyennes entreprises, dans les grandes entreprises, dans les multinationales. C'est toujours les ménages, les membres des ménages qui vont là-bas. Quand on parle de salaire, ainsi de suite, c'est les ménages. Les ménages ont pour rôle de consommer, d'épargner, d'éduquer et de transmettre. Leur vision, c'est quoi? C'est de contribuer à la stabilité économique et sociale. Lorsque la stabilité économique et sociale n'est pas assurée dans un pays, vous savez où ça va arriver. Par exemple, au Togo, nous avons des débrayages qui sont là actuellement. Si les ménages n'arrivent pas à manger matin, midi et soir, eh bien, nécessairement, ça doit aboutir à ce que nous sommes en train de voir actuellement, car le ventre affamé n'a point d'oreille. Ce qui veut dire que, exemple, une famille qui budgétise ses dépenses et investit dans une éducation, l'éducation de ses enfants. C'est normal que la famille arrive à satisfaire ses besoins. Son pouvoir sera diminué lorsqu'il n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins. Et quand on ne lui donne pas les opportunités, il est évident que ça aboutit toujours à ce qu'on appelle la désobéissance civile. Maintenant, je dois parler, mais qu'est-ce qui crée toutes ces crises? Qu'est-ce qui fait que lorsque le pouvoir, tout ce que je viens de décrire, on les appelle les pouvoirs. On ne les appelle pas autorités. Mais malheureusement, le monde a un problème sérieux. Le monde confond le pouvoir et l'autorité. Et on appelle les humains, les individus, autorités. On ne doit pas appeler les individus, les personnes, autorités. Mais on les appelle le pouvoir, les membres du pouvoir. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit du pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir des entreprises, pouvoir de la presse, pouvoir ainsi de suite. Ce ne sont pas des autorités. Maintenant, lorsque vous vous organisez, un État, on parle de la loi, on parle du cadre juridique. Et le cadre juridique, la loi est l'autorité suprême qui confère le pouvoir aux individus. Et aucun individu pris séparément, c'est abus de langage qu'on dise qu'il a manqué de respect à l'autorité. Un citoyen lambda, on ne peut pas en réalité dire qu'il a manqué de respect à l'autorité. Mais on peut parler qu'il a manqué de respect au pouvoir. Car c'est le pouvoir qui peut manquer de respect à l'autorité. C'est le pouvoir qui peut manquer de respect à l'autorité. Et manquer de respect à l'autorité, quand je prends le pape qui est passé, qui disait que la Bible a des erreurs, on va corriger et réécrire. Tu ne peux pas corriger ton père.
c'est la Bible qui t'a engendré. C'est sur la base de l'autorité que tu es pape. C'est sur la base de l'autorité, c'est la Constitution, que tu es président. Ce n'est pas possible que le pouvoir mette le pied sur l'autorité de son père. Ça crée de crise. C'est le pouvoir qui peut manquer de respect à l'autorité. C'est-à-dire en modifiant la loi pour que la loi soit conforme à lui et non lui conforme à la loi. Ce pouvoir qui manque de respect à l'autorité. Le citoyen peut manquer de respect au pouvoir, aux individus, car l'autorité n'est pas une personne. L'autorité, c'est la loi. L'autorité, la loi, quand on parle du pays, la loi, le règlement, c'est-à-dire le cadre juridique, encadre légal, cadre réglementaire, cadre institutionnel. Ça, c'est ça l'autorité qu'on parle. Et tout le monde doit respecter l'autorité. Personne ne doit se lever un jour et dire que l'autorité là n'est pas bonne. Je vais modifier ça pour que ça soit conforme à moi. C'est pourquoi on dit que la loi est impersonnelle. On ne voit pas un individu pour tailler la loi sur mesure pour un individu. Et quiconque veut le faire de cette manière, c'est lui qui manque de respect à l'autorité. Ce n'est pas le citoyen. Alors, si cela en est ainsi, est-ce que le pouvoir que toi tu représentes, est-ce que ce pouvoir peut dire que voilà, il y a telle chose, telle chose? Les crises qui peuvent se passer dans un pays, c'est quand on parle surtout de désobéissance civile, la désobéissance civile a son contenu. J'avais fait une présentation très brève de la désobéissance civile dans le temps. Mais ce que je nous demande, maintenant, lorsque il y a problème, les motivations pour désobéissance civile, je vais m'arrêter ici et le temps que j'ai voulu faire, le temps est fini. Mais je vais encore réallumer peut-être ma caméra. Ça peut être lundi ou mardi pour clarifier ce qui amène les crises que nous avons dans nos pays africains. Que les gens tombent dans les rues, ainsi de suite. La racine n'est rien d'autre que la confusion entre les deux mots-là, autorité et pouvoir. Et celui qui est en faute, premièrement, c'est le pouvoir souvent qui est en faute. Parce que quand le pouvoir met le pied sur l'autorité, en confondant autorité et pouvoir, quand le pouvoir dit que c'est moi l'autorité, ça devient problème. Et ce sont les problèmes que nous avons jusqu'à présent et que personne, les intellectuels, les pasteurs, tous les compartiments, n'importe qui se lève et dit que je m'envoie voir l'autorité. L'autorité n'est pas un homme. L'autorité est la loi. L'autorité est juridique. L'autorité est statutaire. L'autorité est institutionnelle. Il faut donner la révérence à l'autorité en respectant l'autorité. C'est pourquoi on dit que la loi ne fait point acception de personne. La loi, c'est la loi. Tout le monde est égal devant la loi. Mais si tout le monde est égal devant la loi et que quelqu'un se lève, la loi qui vous gouverne tous, quelqu'un se lève un beau matin et il change ça. Que non, parce que il y a quelque chose quelque part qui le bloque et il change ça. C'est lui qui manque de respect à l'autorité.
ce n'est pas le citoyen. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Voilà ce que j'ai voulu faire et que je viens de faire. Je ne suis pas en train de suivre s'il y a des commentaires, mais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La vie est très courte. Respectons-nous pour que nous soyons ensemble et que nous vivions ensemble. Respectons-nous. Que chacun reconnaisse ses fautes, ses errements, et que la vie nous soit facile. Nous avons besoin de cela. Nous ne cherchons qu'à vivre en paix. Mais les gens qui ont mangé à leur faim, c'est eux qui sont en paix. Mais ceux qui n'ont pas mangé à leur faim ne peuvent pas. Oui, salut, bien-aimés. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Voilà ce qui m'a poussé à faire ce live. Et je n'ai pas fini, mais je vais reprendre ceci. Ça peut être lundi ou mardi. Ça dépendra de quand l'esprit me pousse de le faire. On pouvait éviter tout ce que nous voyons dans notre pays. Parce que nous, depuis, nous avons toujours parlé. Nous avons toujours dit ce qu'il y a. C'est pourquoi les gens ne nous aiment pas. Parce que si Dieu m'aime, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin qu'un truand, un voleur m'aime. Si je dis que tu es voleur, si tu dis que tu es assassin, si je dis que tu es, et que c'est vrai ce que je suis en train de dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et que c'est à cause de ça que tu vas me faire du mal. Ah, c'est à cause de ça que tu ne m'aimes pas. Cela veut dire que c'est que tu es mauvais. C'est que tu es mauvais. Notre pays a besoin des gens qui comprennent la situation d'un peuple, la situation de leur prochain, et comprendre, et s'asseoir, et apaiser les uns et les autres. Les tiraillements, on n'en a pas besoin. Que chacun comprenne qui il est, dans quel groupe tu es, et notre pays n'a qu'à être vivable. Nous sommes fils d'un même pays. Faisons attention. Ne détruisons pas notre pays. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, mon numéro, c'est plus 228 90 12 69 00. Si personnellement, si tu veux m'appeler personnellement, tu as une clarification spécifique, tu peux me faire message WhatsApp. On va en discuter. Soyez bénis.